Bonjour, je suis Philippe Henriot-Neguer et vous écoutez le podcast Parole Parole. Bonjour et bienvenue sur le podcast Parole Parole, le podcast vidéo et audio qui donne la parole aux gens de parole pour parler de la parole. Et dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Elisabeth Pinault, qui est journaliste politique, correspondante à l'Élysée, et qui va venir nous parler de son métier, du métier de journaliste, du métier de correspondante à l'Élysée, qui est une particularité au sein du métier de journaliste, et puis surtout peut-être nous livrer quelques secrets sur les hommes politiques qu'elle a pu fréquenter, et partager avec nous son expérience en termes de rhétorique, de communication, de ce que sont ces hommes politiques et de ce qu'est être le métier de journaliste politique. Bonjour et bienvenue Elisabeth Pinault. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invitée. Vraiment merci d'être venue, moi ça me fait très plaisir. J'ai beaucoup de questions à vous poser, surtout parce que je trouve que votre métier présente deux aspects qui sont très intéressants du point de vue de la politique. Le métier de journaliste qui je crois est aussi un métier de rhétorique et puis la connaissance que vous avez du monde politique qui pour le coup sont totalement des animaux, j'allais dire, rhétoriques et une expérience importante vous concernant en la matière. Donc j'ai beaucoup de questions, j'espère qu'on arrivera à tous les poser, à les faire tenir dans le cadre du podcast. Mais ma première question, elle est finalement assez simple. Qu'est-ce que c'est votre métier ? Est-ce que vous pouvez nous en parler, le définir pour qu'on comprenne bien ce que vous faites qui est quand même très singulier, même dans le monde du journalisme ? C'est du journalisme politique. Moi, ce n'était pas mon intérêt de départ. J'étais plutôt portée sur la culture, à l'école de journalisme, par exemple. Et puis, il se trouve que j'ai travaillé à l'ONU à New York pendant 2 ans et je suis rentrée en France. Et j'ai trouvé assez vite du travail à Reuters parce que j'avais déjà une expérience journalistique, plus cette expérience internationale. Et puis, le fait que je parlais plusieurs langues, voilà, j'ai pu entrer à l'agence. Et puis, j'étais au reportage assez vite. Et puis, on m'a confié l'Élysée. J'étais assez jeune parce que c'était la fin du quinquennat de Jacques Chirac. Et voilà, on savait qu'il n'allait plus se représenter. C'était un président âgé. Tout se passait à Matignon. Donc, on s'est dit, on va mettre la petite jeune à l'Élysée. Et c'est là que j'ai commencé. Et je dois dire que ça m'a plu. Et de plus en plus. Et j'en suis donc à mon 4e président. J'ai suivi Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy, puis François Hollande. Et maintenant, Emmanuel Macron pour un 2e mandat. Donc, je peux les comparer. Ouais. Ce sont des mondes différents, chaque présidence. Et j'ai connu donc le monde d'avant Internet et le téléphone portable, qui sont arrivés avec Nicolas Sarkozy, vraiment. Les premières vidéos, le service Internet à l'Élysée, de suivi d'Internet, est arrivé avec Nicolas Sarkozy. Et puis, maintenant, on est dans une toute autre ère avec Emmanuel Macron. De la communication politique a toujours existé, mais qui est de plus en plus importante. Voilà, être président, c'est faire campagne. Faire campagne, c'est parler, utiliser des mots. Et puis la politique, c'est l'action. C'est parler, c'est séduire, c'est un programme, mais il faut le présenter, il faut se présenter devant des électeurs, et ça passe évidemment par le langage. Et vous, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, donc vous êtes correspondante pour Reuters, ça veut dire que cette agence de presse vous envoie à l'Élysée, j'allais dire quasiment quotidiennement, pour que vous recueilliez la parole présidentielle. Oui. Alors, le travail d'agence est assez particulier. Donc, le travail d'agence, les grandes agences du monde, c'est l'agence France Presse, Reuters, Associated Press, c'est les 3 grandes agences. La mienne, c'est la plus grande en termes de chiffre d'affaires et de nombre de journalistes, je crois. Et donc, nous travaillons en plusieurs langues. Et nous sommes ceux qui nous pouvons accéder à l'Élysée. Voilà, j'ai une carte de l'Élysée qui me permet d'y entrer n'importe quand pour aller dans la salle de presse de l'Élysée, pas pour se promener partout. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a ce contre-pouvoir au cœur du pouvoir. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait voulu fermer cette salle de presse pour que les journalistes aillent dans une salle de presse qui était à l'extérieur de l'enceinte de l'Élysée. Et nous nous sommes battus. La profession s'est beaucoup battue. Et moi, j'ai été présidente de l'association de la presse présidentielle, donc de tous les journalistes qui suivent la présidence pendant 4 ans. Et nous nous sommes beaucoup battus pour défendre cette salle de presse. Donc, suivre au quotidien la présidence quand on est agencier, ça veut dire rendre compte de tout ce qui se dit. Voilà, le président parle, on dit et on
tout de suite, on identifie dans son discours, ça peut être une phrase, ça peut être un discours de 10 pages ou dans ce qu'il fait, on raconte, en mettant en perspective, sans porter de jugement. On n'est pas éditorialiste et on équilibre ce qu'on dit. C'est-à-dire, généralement, on donne la parole et on donne la parole au camp adverse. Voilà, l'agence, c'est très équilibré et c'est sur le fait. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Tout ce qu'on dit est sourcé. C'est-à-dire, on dit quelque chose, c'est un tel qui l'a dit, on est sûr qu'il l'a dit parce qu'on l'a écouté nous-mêmes. C'est pas le téléphone arabe ou c'est pas j'ai cru entendre que, ou c'est pas les gens, ou c'est pas on. En agence, on est très précis sur le fait, sur ce qui s'est dit, et on met en perspective, bien sûr, ce qui fait qu'on peut avoir, bien sûr, on analyse ce qu'on nous dit. Hein. On n'est pas simplement des perroquets qui répétons ce qu'on veut nous dire. En plus, en communication politique, évidemment, on nous donne des éléments, ou pas d'ailleurs, mais on donne aussi ce qu'on veut. Et notre métier, c'est quand on ferme la porte, c'est de passer par la fenêtre, c'est bien sûr d'aller chercher ce qu'on ne veut pas nous dire. Parce que le client des agences de presse, c'est avant tout la presse elle-même. C'est-à-dire que vous faites des communiques, je ne sais pas comment ça s'appelle. Des dépêches. Bref, des dépêches. Ça s'appelle des dépêches. C'est sur un fil. Voilà, le vocabulaire, c'est le fil d'une agence avec auquel juste sont le abonnés titre. Voilà, auquel sont abonnés les médias. Et donc, par exemple, quand vous entendez un journal à la radio, par exemple, en général, c'est une compilation de dépêches. Moi, j'ai travaillé à la radio. Hein, on voit les dépêches. Et bon, il y a ce que font nos reporters sur place. Mais la plupart du temps, ce sont des dépêches qui tombent sur les téléscripteurs. Donc, autrefois, c'était sur du papier. Maintenant, c'est sur ordinateur. Et avec une différence d'importance. Il y a, nous on appelle ça des snaps à Reuters, je crois qu'à l'AFP ils appellent ça des urgents. Quand quelque chose est important, on l'écrit en rouge, et puis les choses sont plus ou moins importantes. Voilà, quand l'élection d'Emmanuel Macron, c'est en rouge, et puis il y a une phrase très importante, c'est en rouge aussi, et puis ensuite on développe, puis ensuite il y a différents formats, des analyses, ensuite on développe l'information, c'est-à-dire on fait des leads, comme on dit, c'est-à-dire il y a une information et puis ensuite on ajoute des choses. Donc il peut y avoir comme ça lead 1, lead 2, lead 3, lead 4. Voilà, c'est ainsi que se passe le déroulé tout au long d'un événement. Et est-ce que vous avez l'impression, le sentiment d'utiliser la rhétorique au quotidien dans votre métier ? Vous voulez dire l'art de la parole. La rhétorique, ça a beaucoup de définitions. Oui. C'est pour ça que je la pose de manière un peu floue. C'est pour ça que j'attendais que vous me précisiez. Ouais. Moi, je peux dire ce que c'est ma définition. Allez-y. Moi, la définition la plus simple pour moi, c'est la rhétorique, c'est un ensemble de techniques et de méthodes qui servent à mieux communiquer et à convaincre, de manière générale. Mais ensuite, chacun peut l'interpréter à sa manière et peut le décliner comme il le sent dans sa manière de fonctionner. Mais je pose cette question volontairement de manière un peu floue parce que rhétorique, ça peut vouloir tout et rien dire pour chacun. Et donc, ma question, c'est plutôt, est-ce que vous avez le sentiment ? Moi, j'ai la certitude que vous utilisez la rhétorique. Parfois, je discute avec des gens qui me disent « mais moi, j'utilise jamais la rhétorique ». En réalité, dès qu'on parle, on utilise la rhétorique parce que quand on communique avec les gens, on dit pas n'importe quoi, n'importe comment. Quand on parle et quand on écrit. Quand on est journaliste, on est là d'abord pour écrire. Moi, c'est par amour de l'écriture, c'est l'amour du français, c'est l'amour de la belle langue, c'est le vocabulaire. En général, souvent on dit qu'un journaliste c'est souvent un auteur ou un écrivain contrarié. Les journalistes ont envie d'écrire un livre ou un livre en tête. On aime le verbe, on aime la parole, on aime le verbe, on aime le beau vocabulaire, les beaux mots, et on apprécie ça aussi en politique. Alors, on n'est pas dans le même camp. Hein. En politique, je pense que c'est l'art oratoire, c'est l'art du discours, par exemple. C'est très important d'être un bon tribun. Ils ne le sont pas tous, d'ailleurs. Hein. Emmanuel Macron n'est pas un très bon orateur, mais ça ne l'a pas empêché d'être un président réélu. Mais en tout cas, il y a eu d'autres exemples. Charles de Gaulle, par exemple, voilà, le moindre discours, la moindre conférence de presse du général de Gaulle, c'est assez extraordinaire. Il y a le geste, il y a la parole, il y a le vocabulaire, et puis des formules qui sont parvenues jusqu'à nous. Hein. Je vous ai compris, je ne vais pas sauter comme un cabri et dire l'Europe, l'Europe, l'Europe. Voilà, des formules comme ça qui ont traversé les âges. Donc, en politique, c'est très important. Et quand on est journaliste politique, en général, on aime ça, on apprécie ça de la part des politiques. Les interviewer, déjà, c'est aussi un exercice. Ça nous arrive bien sûr souvent. On les rencontre tous les jours. Donc, on peut recueillir leurs paroles, mais également les interroger. Donc, il faut aller au-delà de ce qu'ils veulent nous dire. Si c'est de la langue de bois, il faut pouvoir leur faire comprendre que ça en est et qu'on veut en savoir plus.
toujours vérifier les chiffres qu'on nous donne, demander des chiffres, des précisions, des dates, des calendriers, pour ne pas rester dans un flou dans lequel parfois ils veulent nous cantonner. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'aussi dans votre métier de journaliste, moi j'ai l'impression qu'il y a deux domaines dans lesquels on peut utiliser la rhétorique, c'est-à-dire des techniques pour communiquer. C'est à la fois, comme vous le dites, écrire, donc c'est-à-dire ce que vous allez avoir comme information, savoir la restituer. Et j'aimerais bien qu'on en parle après, parce que je pense qu'en plus, les brèves, c'est un exercice très particulier. Communiquer avec les journalistes, c'est aussi un exercice particulier. Mais dans un premier temps, moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de comment vous obtenez ces informations, c'est-à-dire par des questions. Et là, on est plus dans l'oralité que dans l'écrit. Et est-ce que vous pensez... Comment vous définiriez la rhétorique de la question du journaliste? Est-ce que vous avez des techniques parce que le but d'une question, c'est d'obtenir une réponse et pas d'obtenir n'importe quelle réponse, c'est d'obtenir déjà, il faut être, une information. il faut travailler, c'est pas un Ouais. scoop, mais c'est vrai. Il faut préparer une interview. Quand votre interlocuteur sait que vous l'avez préparé, qu'il voit que vous êtes précis, si la question est précise, il dit bon voilà, là, elle sait des choses. Je vais donc, pas lui faire à l'envers, Voilà, quoi. je vais pas. Voilà, quand je sais pas, hier soir, je savais par exemple qu'on allait vendre 26 Rafales à l'Inde. Personne ne le savait encore. Bon, je suis allée vérifier ça auprès d'un député. Voilà, je lui montre que je sais. Il faut déjà être en position de Ouais. force. On peut pas dire les choses. Voilà, c'est toujours mieux d'avoir préparé son dossier. Et par exemple, avec quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui est quand même au taquet toujours, voilà, il aime bien savoir avoir en face de lui quelqu'un qui connaît son sujet. Sinon, je pense que le mépris arrive assez vite et voilà, il passe à autre chose. Mais si quelqu'un peut être précis dans ses questions, c'est toujours mieux. Et c'est bon pour tous les autres hommes politiques. Après, c'est quand même un rapport humain. Hein. On peut s'entendre avec certains hommes politiques, d'autres non. Alors, toute une question de source. Donc, être journaliste politique, c'est avoir des sources, c'est avoir très concrètement les 06 des politiques et interroger les bonnes personnes sur les bonnes questions, équilibrer. Si on a un avis, voilà. Par exemple, là, on arrive à la fin des 100 jours du président qui va sans doute intervenir, alors pas le 14 juillet, mais dans les jours qui viennent. Voilà, bon, on peut aller voir l'opposition. Alors, ces 100 jours après la réforme des retraites, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que c'était une opération intéressante? Et la plupart des personnes de l'opposition vous disent les 100 jours, voilà, ça c'était une opération de communication. Cette formule 100 jours, c'est sorti du cerveau d'un communicant de l'Élysée au mois d'avril. Voilà, et finalement, tout le monde l'a répété. Mais ça n'empêche pas d'être critique. Mais c'est vrai que souvent, la communication politique se passe en séquence. Voilà. La plupart des hommes politiques, ça dépend à quel niveau ils sont. Mais bon, moi, je connais bien la communication politique de l'Élysée, mais à tous les niveaux. Même les députés ont des collaborateurs qui les conseillent avant leur passage radio. Ils leur disent, voilà, ce matin, il y a ça sur l'actualité. Puis en même temps, il faut savoir des choses basiques comme combien coûte une baguette, combien coûte un timbre-poste et un ticket de métro pour savoir qu'on est proche des gens. Quand on est en campagne électorale, on a des fiches. Ils ont des fiches pour être au courant de tout. Voilà. Et nous, on est là pour les pousser dans leur retranchement, avec toujours en restant. Ça, c'est la démocratie. Hein, c'est l'exercice de la démocratie dans un pouvoir autoritaire. On laisse la personne qui est président ou roi ou dictateur parler, et puis on répète ce qu'il dit et on écoute la bouche ouverte. Dans une démocratie, par définition, on conteste. Et c'est ça qui en fait toute la richesse. Et parfois, voilà, alors on ne nous aime pas, mais enfin, on n'est pas là pour être aimé. On n'est pas là non plus forcément pour poser des questions, pour les coincer. Alors, on peut parler du on et du off, si vous voulez. Il y a le on, c'est-à-dire ce qu'on se dit, c'est citable. Voilà. Et puis le off, c'est ce qui n'est pas citable. Mais moi, j'ai quand même un principe. Quand on dit quelque chose à un journaliste, c'est pas un secret, c'est pour qu'il le répète. Alors, on peut protéger sa source, c'est-à-dire vous me dites quelque chose, mais vous préférez qu'on ne sache pas que c'est vous qui l'avez dit. Donc, je peux dire une source, un avocat, une source au courant du dossier, ça c'est recevable. Mais dire qu'il ne faut absolument pas le répéter, c'est dans des cas très, très rares. Peut-être, j'ai peut-être eu parfois un président qui a pu me dire des choses sur par exemple, ce qui se passe avec des otages. Là, on ne répète rien. Bon, on dit, il ne faut rien dire, on ne dit rien. Mais à part des cas vraiment
sensible comme celui-ci, je pense quand on donne des informations à un journaliste, c'est pour qu'il le répète, pour qu'il en informe le public. Parfois, le public a l'impression qu'on leur cache des choses, qu'on en sait beaucoup plus. Surtout moi, on me dit souvent ça, comme je suis à l'Élysée, on me dit bah oui, tu sais, tu ne dis pas, mais en fait, tu sais tellement de choses sur ce qui se passe dans les couloirs. En fait, non, quand je sais quelque chose, je l'écris autant que possible. Je le dis, j'ai pas de raison de cacher des choses. Et puis, je garde une distance respectable et respectueuse avec les hommes politiques. Moi, j'ai énormément de respect pour cette profession. Je trouve que c'est très difficile. Et puis, je trouve que j'aime c'est pas un combat. J'aime cette joute avec le personnel politique qui passe par l'oralité, bien sûr. On peut avoir de l'humour, on peut... voilà, mais c'est bien de rebondir sur quelque chose qu'il vient de dire. Et puis, moi, j'aime bien aussi voir les hommes politiques et les femmes politiques en vrai. Voilà, pour moi, et j'aime, vous avez parlé d'animal politique tout à l'heure, oui, pour moi, il y a des animaux politiques qui veulent être président ou présidente de la République. Et ça, ils sont très rares. Et moi, j'ai eu la chance dans ma carrière d'en connaître plusieurs. J'ai vu Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. J'ai vu François Hollande quand il était premier secrétaire du PS, et ça devait être Dominique Strauss-Kahn qui devait être président. Et puis les circonstances ont changé les choses. J'ai vu Emmanuel Macron, conseiller à l'Élysée, qu'on allait voir sous les soupentes du palais présidentiel, tout en haut. Et voilà, donc j'ai son 06 depuis longtemps, et voilà, gravir tous les échelons jusqu'à la présidence de la République. Et ça, j'aime beaucoup ça. Et aujourd'hui, il y a encore quelques candidats à l'Élysée, et ils ne sont pas nombreux. Et ça, j'aime beaucoup voir ce désir d'être président de la République, d'être au plus haut sommet de l'État. Pour moi, est-ce que c'est une qualité? C'est une caractéristique tellement rare. J'aime voir ces animaux politiques évoluer à ce niveau-là. Vraiment, c'est passionnant à observer. Alors, je reviens un peu à mon sujet de la rhétorique, mais vous en parlez, vous avez dit plein de choses, donc j'ai envie de revenir sur un peu tout. La première chose que vous disiez, c'est la relation que vous pouvez avoir avec eux. Je ne sais pas si c'est une proximité, mais en tous les cas, une relation régulière, quoi, de puis rencontre. parfois depuis longtemps. Depuis longtemps, comme voilà. Le démontrer, voilà, parfois on se connaît depuis longtemps, donc il y a une confiance aussi. Voilà. Quand il sait et vous parlez de la confiance qui vient parce que vous avez travaillé les sujets. Souvent, ce qu'on dit en rhétorique, c'est le premier conseil de rhétorique, c'est pas forcément de savoir bien parler, c'est d'avoir des bonnes choses à dire. Et ce que vous disiez, il faut travailler ces sujets. Oui, c'est valable en face aussi. Hein. Bien sûr. Les politiques qui travaillent pas leur sujet, ça se voit, hein, évidemment. Et ça ne pardonne pas dans une campagne électorale ou sur un plateau de télévision, un journaliste politique qui est coincé. Voilà, c'est les débats de Marine Le Pen, par exemple. Elle ne paraissait pas crédible par rapport à Emmanuel Macron, premier de la classe, qui avait réponse à tout, qui était très pointu sur les dossiers. Elle a péché, surtout le premier débat en 2017. Ouais. Elle n'a pas pu démontrer qu'elle ferait une présidente crédible à ce moment-là. Et c'est ce que vous dites. Ça passe par la parole. Le terme crédible, il est très important parce qu'effectivement aussi en rhétorique, la crédibilité, l'éthos chez les Grecs, c'est fondamental. Et c'est-à-dire que c'est ce qui va aider justement à obtenir l'écoute de celui à qui on s'adresse, parce que si on a l'air totalement pas crédible, si on connaît rien sur rien, on se présente et puis en fait personne n'a envie de vous écouter. Et c'est un peu ce que vous disiez, comment on fait pour être crédible auprès des gens qu'on veut interroger, dont on veut obtenir les informations. Donc vous dites déjà on travaille les sujets, mais est-ce que dans la relation aussi il y a des choses que vous faites et qui vous permettent de vous rendre plus crédible, plus accessible, d'obtenir des informations que d'autres n'obtiendraient pas dans votre pratique? Il faut déjà être à l'affût de la petite information. Donc, par exemple, on voit souvent les hommes politiques et les femmes politiques de façon informelle, lors de déjeuners, ou bien on va faire un tour à l'Assemblée, par exemple, et puis on discute avec les députés, et tout d'un coup, ils vous donnent une petite information. Tiens, il va se passer ça au mois d'août, ou alors, il vous donne un chiffre, ou alors, voilà une information. Alors ensuite, il faut creuser. Il ne faut pas dire aux autres qu'on l'a, bien sûr. Et puis, il faut aller voir, chercher d'autres sources pour recouper les sources, et on ne sort pas une information avant d'avoir au moins 2 sources. Voilà, c'est tout un travail de les amener à se livrer, quoi, à donner des choses qu'ils n'auraient peut-être pas données. Oui. Et ça marche comment? C'est-à-dire c'est le fait de les côtoyer, c'est le fait d'être sympathique, il y a une part de séduction?
Non, il n'y a pas de part de séduction. Moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça, mais peut-être que j'ai des. Quand je dis séduction, c'est pas forcément. Bien sûr. Ça Non, peut je vois très bien ce que vous voulez dire. Ça peut être. Oui. Je vois pas les choses sous le domaine de la séduction. Je pense que c'est une joute et c'est un. Oui, c'est un lien particulier, chacun dans son camp. Voilà, on est chacun dans son camp et on ne franchit pas le Rubicon. Voilà, voilà, ça, quand on aime la politique, c'est assez agréable. Parfois, ça se passe mal. Alors, parfois, on se fait souvent engueuler, hein, il faut quand même le préciser, car un papier qui ne plaît pas, c'est souvent un bon papier. Donc voilà, donc en face, ils prennent leur téléphone, ça arrive souvent à la présidence de la République, ça arrive à Matignon, enfin, quand ça ne plaît pas, on vous appelle pour vous dire, mais non, vous n'avez rien compris, ça, bien sûr que ça arrive. Donc, il faut être capable de supporter ça. Parfois, c'est à un très haut niveau. Déjà, ça peut faire douter de vous. Ça peut arriver où on se dit, oui, j'ai écrit ça, mais peut-être que c'était pas vrai. Donc voilà, et c'est bien humain. Mais aussi, c'est aussi le travail de faire pression en face pour essayer voilà, à l'Élysée, ils défendent le président. Sibeth Ndiaye, l'ancienne conseillère d'Emmanuel Macron, avait dit quitte à mentir. Donc voilà, avec des phrases comme ça, évidemment. Mais ça, c'est une vérité qu'on savait déjà. Sous Nicolas Sarkozy, on avait notre interlocuteur, c'était Franck Louvrier, qui était son communicant. Nicolas Sarkozy pouvait être assez dur, assez impulsif, et parfois avec la presse, mais il avait Franck Louvrier qui était un très bon communicant, parce qu'on pouvait l'appeler à 3h du matin, et puis il vous répondait toujours avec le sourire, mais parfois il vous donnait un chiffre complètement fantaisiste, ou alors vous dire oui, bien sûr, c'est la première fois. Non, c'était pas la première fois, il fallait tout vérifier ce qu'il nous disait, mais c'était dit avec le sourire. Voilà, en tout cas, c'est un duo qui fonctionnait bien. Parce que c'est vrai qu'il y a cette omniprésence aujourd'hui des communicants. Ah oui. Et comme vous dites, eux, ils sont pas forcément là pour dire la vérité. Ils sont juste là pour communiquer, quoi. Pour communiquer, pour faire des séquences, il faut que des messages passent pour convaincre. Et donc, la presse est là n'est pas là pour répéter ces éléments de langage, même si elle le fait de fait, on le voit bien, mais il faut vérifier et puis essayer de comprendre au-delà de ce discours, bien sûr. Parce que j'imagine, et je trouve que ça fait partie de la rhétorique, c'est-à-dire que maîtriser la rhétorique, c'est à la fois savoir s'exprimer, mais c'est aussi savoir décrypter. Et parfois, je ne sais pas si vous êtes face à des tentatives de manipulation, bien sûr, on détourne un peu les choses, la langue de bois. Comment est-ce qu'on réagit face à ça? Est-ce qu'il y a des techniques journalistiques pour interagir face à ces problèmes-là qui on empêchent... élimine. Si on vous dit quelque chose de pas intéressant, on l'écrit pas. Ouais. Donc ça donne rien. Donc parfois même on a une interview et puis après on vous dit vous n'avez rien écrit. Non, il n'y avait rien à écrire, monsieur le ministre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Mais est-ce qu'on ne va pas aussi poser la question d'une certaine manière, bien sûr, tourner il faut être précis, il faut préparer, il faut préparer son interview, il faut essayer d'avoir des éléments d'actualité souvent, hein, d'avoir un plus, une réaction à quelque chose qui vient de se passer ou l'actualité du jour, un événement qui s'est passé dans la matinée, qu'est-ce que ça veut dire voilà. Et puis en face de soi, on a des personnes qui ont plus ou moins de talent. Et après, on peut parler des discours également. Voilà, on a l'art oratoire, c'est quand même ça fait partie de la politique. Et donc, il y a toutes ces formules dont je parlais de Charles de Gaulle tout à l'heure, mais ça peut être aussi moi, président de François Hollande pendant le débat avant la présidence. Ça peut être Emmanuel Macron qui fait du en même temps. C'est une formule qui est née pendant sa campagne présidentielle. Voilà, on a la fracture sociale de Jacques Chirac. Voilà, on a plein de formules et des hommes politiques et des femmes politiques qui sont plus ou moins doués pour faire de beaux discours, de grands discours, pour vous tenir un discours assez séduisant. Il y a des bons orateurs. Même si on parle du gouvernement actuel, Éric Dupond-Moretti, c'est un excellent orateur. Voilà, quand il commence à faire le tribun, voilà, ça peut marcher. On l'a
l'a vu après les émeutes là, de ces derniers jours. Il est beaucoup intervenu sur le rôle des parents, notamment. Voilà, ça, c'était un geste politique. Et l'art oratoire, et le fait qu'il soit vraiment doué, il a marqué des points politiquement ce week-end-là, parce qu'il a montré que la justice était là, que la justice allait frapper. Voilà, mais il a su traduire en mots une attente. Il y avait une attente en face, et il fallait quand même répondre à une angoisse des Français et une demande de justice très forte. C'était ce qui s'est passé, c'était quand même une demande de justice au départ, donc il fallait que le ministre de la Justice soit à la hauteur. Donc là, il était vraiment attendu. Donc là, l'art oratoire l'a aidé à s'exprimer en tant que ministre de la Justice et délivrer un message de justice. Ça, c'est un bon exemple de message bien passé au bon moment. Et ensuite, comment on le traduit, ça ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut passer cette oralité-là à l'écrit, de la brève ou d'un... c'est quoi les qualités d'une bonne dépêche ? La clarté, de toute façon, la clarté. C'est la question le bon du style verbe aussi. Oui, faire court et clair et bien. Voilà, ne pas se tromper de verbe. À déclarer, à répéter, ça veut dire que c'est pas nouveau. À confirmer, voilà. Donc il y a toute une grammaire aussi qui est propre à ça. Il y a toute une grammaire, mais en général. Quand on écrit des dépêches, en tout cas les plus courtes, la clarté fait tout. Il faut qu'une dépêche puisse être lue tout de suite à la radio, par exemple. Quelqu'un peut prendre une dépêche, arrive à la radio, lit la phrase et ça passe. Surtout quand les choses sont urgentes. Il faut que ce soit très clair. Il ne faut pas qu'on se dise « Ah oui, alors donc il a dit ça, mais donc, qu'est-ce que ça veut dire ?» Non. Il faut que ce soit très clair. Le chiffre, le bon verbe, la bonne source, pas de faute d'orthographe bien entendu. Voilà, il faut que ce soit la perfection. Donc c'est un exercice. Bon, quand on est agencier, on est un petit peu les staccanovistes de la bonne phrase. Ouais. Voilà, en général, on agit assez vite et puis le reste de la presse nous attend pour donner l'info le plus vite et puis surtout pour leur dire, bon, mais dans le discours de 10 pages, qu'est-ce qu'il en ressort ? On attend les agences pour ça. Après, d'autres journalistes ont plus de temps pour écrire un papier. Et donc, un papier, c'est comme ça qu'on appelle un article, avec une accroche. Il faut accrocher le regard, donc lancer le papier, une chute à la fin, des intertitres, un chapeau, c'est-à-dire la titraille, un chapeau, c'est-à-dire le titre et le sous-titre. C'est très important aussi parce que souvent, c'est seulement ce que les gens lisent, y compris sur Internet et sur les réseaux maintenant. Souvent, les gens, ils scrollent très vite, donc ils ne lisent que le titre. Donc, il faut que le titre soit bon et soit juste. Parce que c'est facile de faire un titre très accrocheur et qui soit pas en lien avec la réalité. C'est la grande différence entre le journalisme et le blogueur moyen. Le blogueur qui s'improvise ou qui veut relater quelque chose en y mettant de l'émotion, Voilà, le journaliste, il met du fait et de la source. Voilà, et c'est à ça qu'on est censé le reconnaître. Et c'est ça qu'on apprend à l'école de journalisme aussi. Mais c'est très intéressant aussi ce que vous dites, parce qu'il se trouve que ce que vous décrivez sur les techniques, on va dire, du journalisme, en réalité, c'est quasiment mot pour mot ce que je crois être les techniques de la rhétorique du discours en général. Moi, je suis avocat pour un avocat, mais ça pourrait, je pense, aussi s'appliquer à un homme politique, c'est-à-dire sur la structure, une phrase d'accroche. Et quand on fait un discours, retenir l'attention, exactement, capter l'attention, ce qu'on appelle la captatio benevolentiae, capter l'attention par une phrase qui marque, une introduction qui doit être courte, simple, mais présenter les choses très efficacement, ce que vous appelez le chapeau, le développement, c'est-à-dire l'argumentation, avec, vous dites les intertitres, mais même à l'oral, il faut faire des intertitres. Il faut des séquences. Exactement, on utilise le silence, ou là, à l'écrit, on utilise ce qu'on a à l'écrit, et puis la conclusion, ce qu'on appelle parfois la péroraison dans la rhétorique classique, mais c'est la même chose, c'est-à-dire une manière de conclure et d'apporter. Et ce que vous dites aussi sur le style, qui s'applique dans le cas des brèves, moi je pense que ça s'applique dans tous les cas. C'est-à-dire que un bon style, en tous les cas, un style efficace quand on veut convaincre, communiquer, c'est ce que vous dites, il faut que ça soit clair. Et la clarté, il n'y a pas 1000 manières d'y arriver. Il faut que ça soit le plus épuré possible, le plus simple possible. Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Exactement. Ça fonctionne toujours. Et on a cette règle qu'on apprend à l'école de journalisme en agence, mais qui est valable tout le temps. C'est la règle des 5 W en anglais. When, why, when, where. Voilà, en français, voilà. Qui, quoi, quand, pourquoi. Il faut que ça tienne tout dans la même phrase. Voilà. En début d'une dépêche, on dit toujours Monsieur Dupont a jeudi
déclarer que Qu'est-ce qu'il a fait, quand il l'a fait, il y a les 5 W. Généralement, quand il y a les 5 W, il y a tout ce dont on a besoin. Il y a l'essentiel. Après, on peut développer. Oui, c'est très intéressant de voir. Moi, je rencontre dans le cadre du podcast des gens qui viennent de différents milieux, et à chaque fois, chacun m'apporte les techniques qui sont propres à son activité et qui finalement, d'une manière ou d'une autre, réinterprètent, réadaptent les règles classiques en fait de la rhétorique. C'est passionnant de voir aussi comment elles sont adaptées à des activités particulières. Il y a une autre chose qui m'intéresse, rien à voir, c'est est-ce que pour vous, il y a une différence entre être une journaliste et un journaliste? Question qui vous laisse perplexe. Oui, un peu, parce que non. Enfin... Je dis ça parce que, par exemple, j'ai reçu une journaliste dans le podcast qui me dit, oui, pour moi, c'est très différent. C'est très différent parce que... Mais c'était une journaliste politique? Non, une avocate, pardon. Excusez-moi. Ah, pardon. Une avocate qui me dit, non, pour moi, c'est très différent parce que, déjà, les personnes n'ont pas la même perception quand c'est un homme ou quand c'est une femme. Et puis, peut-être, on n'utilise pas forcément les mêmes techniques, soit parce que psychologiquement, intellectuellement, on a tendance à utiliser d'autres chemins, soit parce qu'il y a certaines techniques qui marchent avec les hommes et qui ne marchent pas avec d'autres. C'était pas quelque chose qu'elle définissait comme fondamental dans son exercice, ça mais m'étonne un peu. Pour elle, il y avait quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Eh bien non. Alors moi, je ne vois pas de différence fondamentale au-delà de... je ne vois rien de fondamental dans le fait d'exercer ce métier, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Peut-être que si j'étais à la télévision, vous direz les choses autrement, parce que c'est de toute façon, la télévision, ça reste, la féminisation est moindre, ça on le sait, c'est encore valable, y compris pour les invités. Il y a beaucoup d'efforts de fait, mais je crois qu'il y a, ils ont du mal à trouver toujours plus de femmes pour sur les plateaux que des hommes. Mais il y a un gros effort, en tout cas, pour que maintenant les présentations, les présentatrices soient aussi nombreuses que les présentateurs. Et chez les journalistes, moi, je n'ai pas connu l'époque où il n'y avait que des hommes. C'est vrai que sous Charles de Gaulle, c'était 100% d'hommes pour les conférences de presse. Alors, moi, je suis arrivée quand même à la fin des années 90 dans le métier. C'était déjà très féminisé. Et moi, je ne vois pas de différence. Non, vraiment, je ne sais pas comment... Je ne vois même pas quoi vous dire. Et est-ce que vous verriez... J'ai des confrères hommes, on peut être chevaleresque ou ne pas être chevaleresque, mais ça n'a rien à voir avec le journalisme. Non, je pense que c'est pour le coup un métier où on est à égalité, oui. Et est-ce que vous... Sauf peut-être, je rajoute quand même, à la direction, il y a quand même toujours plus de patrons de presse que de patronnes de presse. Et même dans les... Voilà, ça reste quand même toujours... Ça reste vraiment valable. Mais ça, on s'éloigne du journalisme. Ça, c'est un problème de management en général. Voilà, il y a beaucoup moins de femmes managers. Ça, on le constate dans les métier lui-même. Oui, c'est pas le métier en lui-même, non. Je ne crois pas qu'il y ait différence. Est-ce que pour vous, il y aurait une différence cette fois, puisque vous les fréquentez, entre les hommes politiques et les femmes politiques, à la fois dans la manière peut-être dont vous vous interagissez avec eux, ou même plus généralement dans la manière dont ils font les choses? Alors là, c'est un autre sujet. Alors là, on n'est plus chez les journalistes, on est chez les hommes et les femmes politiques. Alors oui, évidemment, là, il y a comment dire, une montée en puissance des femmes que j'ai pu voir. Ouais. C'est vrai que j'ai connu des gouvernements où les femmes étaient très rares. Il y avait Christine Lagarde à l'économie. On l'a remarqué, on regardait un peu comment elle était habillée parce que c'était la femme du gouvernement. Bon, il y a eu des femmes avant elle. Il y a eu Simone Veil, bien sûr, qui a essuyé tous les plâtres, qui a été insultée à l'Assemblée nationale, qui mettait des tailleurs Chanel pour être impeccable et qui a tenu le coup face à beaucoup d'hommes. Et puis ensuite, il y a eu Édith Cresson à Matignon et ça a été très difficile. Elle n'est restée que 11 mois et elle a été beaucoup insultée. Elle a eu beaucoup d'insultes sexistes. Je l'avais rencontrée d'ailleurs à ce sujet. Et puis,
François Hollande a décidé d'instaurer la parité au gouvernement, ce qui est une décision très importante, parce que même avant lui, vous voyez, je me souviens, il y avait Alain Juppé, il avait nommé quelques femmes un peu plus qu'avant, donc il y avait les Juppettes, donc il se faisait prendre en photo avec les Juppettes de son gouvernement. Ce serait intolérable aujourd'hui, enfin ce serait inimaginable aujourd'hui. Voilà, maintenant, cette parité est devenue la norme, donc parfois ça demande au président de trouver des femmes qui peuvent entrer au gouvernement. C'est vrai je pense qu'il y a moins de candidates que d'hommes. Alors ça, c'est bon, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais peut-être tout simplement parce que les femmes sont moins avides de pouvoir que les hommes, ont moins de temps pour ça, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a d'autres raisons, parce que en tout cas, les choses changent. Et Elisabeth Borne est à Matignon et on ne fait plus attention. On ne dit plus une femme à Matignon. Non, on n'en parle plus. Le terme première ministre, maintenant, on ne se trompe pas. C'est entré sous la plume et dans le verbe de tout le monde, dans le vocabulaire. Donc, je trouve que c'est un progrès, qu'on ne fasse plus attention à ça sous Elisabeth Borne. Je pense que ça évolue. Et puis, féminisation de l'Assemblée nationale. Ça, il faut bien reconnaître que depuis Emmanuel Macron, ça a été une révolution. Elles étaient vraiment une minorité avant, et maintenant on fait plus attention. Et c'est ça, voilà, la victoire, c'est de ne plus faire attention. Et est-ce que dans l'éloquence, dans la communication, il y aurait une différence est-ce qu'il y a une éloquence plus féminine des femmes politiques que des hommes politiques? Est-ce qu'il y a des tribuns, je ne sais pas ce que c'est le féminin de tribun. L'exemple qui me vient en tête, c'est Christiane Taubira, qui est quand même, c'est vraiment une femme du verbe, avec vraiment une très belle culture du vocabulaire. Elle cite facilement des poètes. Et puis on se souvient de ses discours relatifs à la lutte contre l'esclavage ou pour le mariage pour tous. Voilà, je me souviens qu'elle a fait quand même un grand discours au moment du vote du mariage pour tous. On parlait du moment Taubira à cette époque. Je me souviens qu'elle avait prononcé un grand discours. C'est vraiment l'exemple qui me vient comme oratrice. Et puis on a des gens moins doués. On l'a vu récemment peut-être avec Valérie Pécresse, qui n'était pas à l'aise, qui pourtant a fait une très belle carrière politique, mais elle n'est pas du tout à l'aise devant une foule dans un meeting. Ce qui est toujours une espèce de paradoxe, je trouve, parce qu'on imagine que quand on est une femme politique à ce niveau-là, c'est une évidence, on est très fort devant une foule. Eh ben non, ça va pas de soi. Ça m'a toujours un peu étonnée. Et chez les hommes, c'est un peu la même chose. Enfin, on a eu des... Il y a eu des naufrages aussi. Il y a eu des naufrages et il y a eu des grands orateurs. Je pense à Philippe Seguin, et évidemment ensuite les présidents, François Mitterrand, et puis des très grands discours. François Mitterrand qui parle des forces de l'esprit. Voilà, je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. C'est une phrase bouleversante qu'il a dite pour ses derniers vœux de président de la République, malade, qui allait mourir un an après. C'est extraordinaire de trouver des formules comme ça en tant que président de la République, qui s'adresse à tous ces Français comme à une famille, et qui restera sa famille au-delà de la mort. J'ai trouvé ça, pour moi, c'est une formule, c'est une immense formule. Et alors vous, il se trouve que vous avez connu donc 4 présidents. Oui. Aucune présidente, ça viendra peut-être, mais pour l'instant 4 hommes. Et comment vous définiriez leur style? Alors déjà, j'imagine leur style oratoire, mais peut-être aussi leur style de manière générale, leur rapport aux journalistes, la manière dont ils communiquent. Bon, alors, Jacques Chirac, c'est un personnage. C'est une main immense qui se tend et qui les meilleurs sont là. C'est cette façon de parler très caricaturale. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'humoristes qui se moquaient de sa façon de parler. Très chaleureux, qui cachait une grande culture. Il s'est un peu dévoilé à la fin de son dernier mandat, parce que je suis allée par exemple en Chine avec lui et on voyait bien qu'il avait une immense culture de l'art asiatique. C'était une époque évidemment où il était très rare à la télévision. Quand il était à la télévision, c'était une fois par trimestre, c'était très rare, c'était un événement. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Les émeutes de 2005, il a parlé au bout de 10 jours. Vous imaginez si Emmanuel Macron avait attendu 10 jours pour parler aujourd'hui. Donc ça, c'est Jacques Chirac, vraiment un personnage assez secret, même très secret. Ce serait
il y avait tellement peu de transparence sur ce qu'il faisait, que ce serait pas vraiment imaginable aujourd'hui. Comme même avant François Mitterrand, qui avait quand même une famille parallèle qui habitait au Quai d'Orsay, aux frais de la République, et personne ne le disait. Voilà, bon, c'était vraiment d'autres temps. C'est aussi notre époque qui a changé avec les réseaux sociaux, parce que j'imagine que même dans votre métier, ça a tout bouleversé. Et les réseaux sociaux sont arrivés avec Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy, téléphone portable, réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment une... Et puis Nicolas Sarkozy. Ah oui, téléphone portable, ça voulait dire avant, on ne pouvait pas joindre directement. Il fallait les rencontrer, quoi. Oui, voilà, il fallait les rencontrer, et les choses passaient par fax. Enfin, vous voyez, c'était d'autres moyens de communication, quoi. Ça paraît, on dirait le Moyen-Âge, mais non, les choses allaient moins vite. On distribuait un communiqué aux agences qui sortait l'information. Maintenant, on se fait doubler par Twitter toute la journée. Enfin, voilà, c'est la rapidité. C'était il n'y a pas si longtemps, hein. C'était 2005, 6, 7. Enfin, c'était il y a moins de 20 ans. Donc ça paraît un siècle, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Donc évidemment, Nicolas Sarkozy arrive avec cette façon très énergique de voir les choses. Il fait du jogging, il monte en short à l'Élysée. On n'avait jamais vu ça. Avant, c'était costume 3 pièces et pas autre chose. Donc il y avait une espèce de modernité, d'énergie qui a beaucoup plu. Et puis ce style, enfin voilà, il a divorcé au début de son quinquennat. Et puis il a eu cette formule au Salon de l'Agriculture. Il a dit à quelqu'un qui lui manquait de respect, il lui a dit casse-toi pauvre con. Et là, ça fait une petite vidéo virale, la première petite vidéo virale de l'histoire de la République. Politique, c'est vrai. Oui, c'est le Parisien qui l'a eu, je crois, qui l'a diffusé. Ça a été énormément diffusé. Et l'Élysée a créé à ce moment-là le service Internet, de suivi d'Internet, après cette vidéo. D'accord. Donc ça a vraiment... Et là, ça a été le début du déferlement des réseaux sociaux qui n'a fait que s'amplifier depuis. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy, il a aussi, je trouve, marqué un peu dans l'histoire de l'éloquence présidentielle, un changement de registre. Oui. C'est-à-dire que déjà, il parle avec un registre de langage qui est quand même pas du tout celui de la grande littérature, très guindé, très élégant qu'on pouvait avoir avant. Et d'ailleurs, le Casse-toi pauvre con, je trouve qu'il est assez illustratif de ça. C'est-à-dire qu'il parlait un peu comme on parle dans la rue tous les jours. D'ailleurs, il y tenait, je crois, à parler comme les faire des gens... fautes un peu de grammaire, de français, de syntaxe. Exactement, parfois. Ça lui a été pas mal reproché. Il y a même eu des papiers là-dessus, disant comment un président qui ne lit jamais, qui n'a pas de vocabulaire, qui fait des fautes de français. Mais je pense que ça le servait aussi parce qu'il parlait comme les gens de la rue, comme les administrés, comme beaucoup de Français. Et puis après, il a eu des formules qui ont été reprochées, par exemple en parlant de racaille quand il était nettoyer un quartier au Karcher. Ça faisait cash, ça pouvait plaire à ses partisans, mais c'était aussi extrêmement violent dans la bouche d'un président. Et qui sont des formules choc. Aujourd'hui, on dirait des punchlines, quoi, qui marquent clairement. Oui, et qui... c'était pas des figures de style à l'ancienne, quoi. C'était des punchlines. Et il s'est aperçu que ça l'a beaucoup desservi. Le fait qu'il ait perdu contre François Hollande, le président normal, qui allait nous ramener un peu de rondeur, disons. C'est un peu pour ça que François Hollande a été élu. Et de stature présidentielle, de rétablir une... de rétablir une normalité. Alors, voilà, c'était pas la stature présidentielle, c'était pas vraiment une hauteur, c'était plus une normalité, une rondeur, ce qui est assez différent, parce qu'ensuite, le président normal, on le lui a reproché assez vite d'être trop normal. Voilà, ça manquait de relief, ça manquait. Il y avait un manque de respect à son égard qui arrivait assez vite. Il a plongé dans les sondages assez vite, François Hollande, alors qu'il avait été élu autour de cette idée du président normal. Mais en fait, le président de la République, on ne peut pas être normal quand on est président de la République. Donc c'est une formule qui s'est retournée contre lui. Après, il y a eu différents moments dans sa présidence, notamment les attentats de 2015, qui ont été pour moi un des moments les plus forts de ma carrière, bien entendu. C'était évidemment dramatique et tellement terrible pour le pays qui pouvait se fracturer. On ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point, parce que c'était quand même le Bataclan, c'est une centaine de morts, c'était terrible. Et il a fallu répondre à ça, il a fallu parler à la France. On voyait en direct le lendemain, trouver les mots, même le soir même. Le président est intervenu à la télévision vers minuit. Qu'est-ce qu'on dit quand il vient se passer quelque chose aussi sidérant? Comment trouver les mots, les bons mots? Et d'ailleurs, il n'avait rien écrit. J'en ai parlé avec lui après. Il a improvisé. Il a improvisé ce discours avec
tout ce qui venait de se passer, il ne fallait pas qu'il y ait le mot de trop. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est difficile et le talent de ces hommes politiques quand même qui peuvent surmonter des événements aussi dramatiques et être président de la République, c'est de confronter à des événements dramatiques, à des crises aiguës, à la mort, très souvent. Et il ne faut pas se laisser emporter par l'émotion. Ça, c'est sûr que... Et il faut savoir, il faut connaître, être suffisamment proche des gens pour savoir quoi dire. Et ça, évidemment, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas un exercice facile. Parfois, on se trompe. Hein. C'est Emmanuel Macron, quand il parlait pendant le Covid, le record, c'était plus de 35 millions de téléspectateurs. On avait que ça à faire. C'est un record absolu, d'ailleurs. Voilà, donc là, chaque mot est pesé. Quand on parle à 35 millions de Français qui sont enfermés chez eux depuis 2 mois. C'est un pouvoir immense aussi. C'est quand même un exercice de puissance. Il y a aussi ce que disait sur François Hollande et l'évolution des médias, c'est que on est aussi passé, je trouve en politique beaucoup de l'expression orale à l'expression par l'image. Ce qu'on retient aussi des attentats, peut-être même plus que le discours de François Hollande, c'est l'image de lui à l'avant du cortège qui traverse Paris dans cette sorte avec tous les autres chefs d'État. d'État. Oui, le 17 janvier. Vous, en tant que journaliste, j'imagine aussi que il faut s'adapter à ça. C'est-à-dire, il y a un commentaire de l'image, mais qui dit autant de choses qu'un discours. Oui, alors l'image, moi je ne suis pas une femme de l'image, je suis une femme de l'écrit. Mais l'image, c'est tout un monde. D'ailleurs, il faudrait que vous interrogiez quelqu'un qui soit les gens de l'image, les gens de la télévision. Ouais. Bien sûr, une image vaut 1000 mots, surtout de nos jours. Et c'est à la fois extraordinaire et très dangereux. Parce qu'une image qui fait 3 secondes, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé après, il n'y a pas le contexte. Voilà, ça peut... une image qui devient virale, évidemment, a des conséquences, et on l'a vu récemment. Voilà, la vidéo du jeune homme de 17 ans à Nanterre, tué par un policier, a déclenché des émeutes dans tout le pays. Donc voilà le pouvoir de l'image. Et c'est là que les journalistes peuvent intervenir en allant voir, alors qu'est-ce qui s'est passé ? On a l'image, on a ça, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Là, c'est très important de savoir exactement ce qui s'est passé. Avant, après, donc il y a la justice, il y a tout ce qu'on veut, mais le travail journalistique est très important parce qu'il y a ce que la police veut nous dire, ce que la police veut nous montrer, il y a ce que le gouvernement dit, il y a ce que la vidéo dit. Les journalistes doivent rétablir la vérité, décrypter autant que voilà, et dire aussi là où c'est de l'intox ou de la com, quoi, vérifier, négative. Vérifier les informations. Ouais. Voilà, vérifier les informations, c'est notre travail. Et dans des cas comme ça, ça se justifie d'autant plus. Il y a autre chose qui m'a marqué dans ce que vous avez dit, auquel j'avais jamais pensé avant. Quand vous parliez des 3 premiers présidents, et on en viendra au dernier. Vous dites Jacques Chirac, très cultivé, mais qui fait semblant de ne pas l'être, pour être un peu proche du peuple. Ah ben exactement, mais ça c'est typique. Sarkozy, qui volontairement, en tous les cas, adopte les codes et est proche du peuple. François Hollande, qui dit « moi je suis un président normal », sous-entendu un président comme vous. Il y a cette idée, au-delà des mots, au-delà du discours et du programme, on parle encore, je pense, de crédibilité, c'est-à-dire il faut être proche des gens, il faut donner en tous les cas l'image qu'on est proche des gens pour pouvoir leur parler. C'est-à-dire que c'est pas simplement ce qu'on dit, c'est aussi la manière dont on est qui va donner cette proximité-là pour qu'on vous écoute. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui était volontairement ancré et qui influençait le rapport avec les journalistes ? Quand on est de toute façon, le rapport aux journalistes, c'est le rapport aux Français. Hein. Oui. On fait pas forcément... D'ailleurs, François Hollande le disait très clairement. Il disait, de toute façon, moi, je fais pas de différence. Lui, il s'entendait bien avec la presse. Il disait, je fais pas de différence entre les journalistes et les Français. Et donc, les journalistes me posent des questions. C'est des Français devant moi à qui je réponds et je ne fais pas de différence. Je ne pense pas que ce soit le cas d'Emmanuel Macron, qui se méfie des journalistes et qui voudrait parler directement aux Français, voilà, sans intermédiaire. Voilà, c'est plutôt lui, sa vision des choses. Quand on est président de la République, est-ce qu'on joue un personnage ? Quand on est homme politique, plus exactement, est-ce qu'on joue un personnage ? Sans doute un peu, un personnage public. Il y a forcément l'homme ou la femme privée, et puis la personne publique. Ça c'est sûr. On endosse un costume. Après, on ne peut pas jouer la comédie, ce n'est pas des acteurs.
et puis en plus, la plupart du temps, je dis la plupart parce que c'est pas le cas de notre président, mais ont été maires, ont été députés, ont été donc là, être maire, voilà, c'est les chats écrasés, c'est les noces d'or, c'est les réunions interminables, c'est les disputes entre voisins, c'est un accident de la route avec des morts et il faut annoncer ça à la famille. C'est tout ça, être maire ou être être député. Voilà, c'est le local, c'est quand même être proche des gens et c'est de donner du mal pour la cause publique. Voilà, c'est quand même s'engager en politique, c'est quand même pour le bien commun, c'est quand même un effort, c'est un état d'esprit. Mais vouloir être président de la République, c'est encore autre chose. C'est vraiment quelque chose qui vient de très loin. Il y a toujours quelque chose qui vient de la famille, qui vient du rapport aux parents, un défi qu'on veut relever, un rapport au pays, un rapport à la France, un rapport à l'universel, un rapport à l'éternité. Il y a vraiment un rapport à l'histoire. Il y a quelque chose en plus quand on veut être président de la République. Et ça c'est merveilleux à observer. Et c'est un puissant fond, c'est jamais terminé, quoi. Et puis il y a toujours différentes façons de le vouloir, il y a différentes façons de vouloir être président. Et ça, c'est très intéressant à observer, vraiment. Alors on en vient au quatrième que vous avez pu observer, qui pour le coup, je pense, n'a jamais essayé de faire semblant d'être un président normal, et qui, pour le coup, dans sa communication, vraiment n'essaye pas du tout de cacher une éventuelle culture ou de se rapprocher. Enfin, en tous les cas, c'est pas l'impression que ça donne. Oui, parce du peuple, quoi. Oui. Je peux me tromper, hein. Bah, c'est votre avis qui m'intéresse. Oui, enfin là, c'est quand même une stratégie très différente, quoi. C'est un homme différent, de toute façon. Emmanuel Macron, donc il n'a pas été élu. C'est quelqu'un avant l'élection présidentielle. Avant l'élection présidentielle, absolument. Il n'a pas été élu local. Donc ça, c'est une très grosse différence. C'est quelqu'un qui est arrivé, c'est du jamais vu dans l'histoire de France. C'est quelqu'un qui est arrivé sans parti, sans élu, voilà, qui a créé un parti qui, en 6 mois, a raflé la mise. C'est un hold-up qui n'avait jamais eu lieu. C'est quelqu'un c'est un bon élève, qui a toujours été bon élève, même si il a quand même raté l'école normale. Voilà, parce que je crois qu'il y a une blessure narcissique dans son cas. Et puis ensuite, c'est quelqu'un qui a beaucoup observé le quinquennat de François Hollande. Il était alors conseiller, puis ministre. Et je crois qu'il n'a rien... il n'a pas perdu une miette. C'est l'impression que ça me donne. Je n'en sais rien, j'en ai pas parlé avec lui. Mais il n'en a pas perdu une miette. Voilà, il a vu ce qu'il fallait faire, comment on pouvait faire les choses mieux. Il a tout compris des dossiers. Et puis... il a cette énergie et puis cette différence et ce choix politique d'être ni de droite ni de gauche. En tout cas, c'est sur ce postulat qu'il a été élu. Et puis cette jeunesse, il a été élu à 39 ans. Donc c'est vraiment un ovni politique. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est une émission sur la rhétorique, c'est pas quelqu'un qui est très bon à l'oral, mais il a une énergie, voilà, et il a réussi quand même à ramener derrière lui beaucoup d'énergie, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui en avaient assez d'issus de la politique, qui se sont ralliés à lui. Et puis ensuite, c'est vrai que là, petit à petit, il n'arrive pas à se départir de son image d'arrogance, de premier de la classe, de coupure des gens, alors que, je ne suis pas là pour le défendre, mais je pense que sincèrement, il a envie de changer la vie des gens. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'est pas là pour être contre eux. Mais je pense qu'il a une vision sans doute très techno des choses. Il analyse une situation, voilà, les choses se passent comme ça coûte tant, ce n'est pas efficace, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre l'argent différemment, pour des solutions, voilà, trouver des solutions concrètes. Et la politique, c'est aussi de l'humain. Et c'est vrai que le fait qu'il soit comme ça, qui donne toujours l'impression d'être arrogant, je pense que les gens pensent qu'il leur fait la leçon. Et c'est quelque chose qu'on entend souvent dans la bouche de ses détracteurs. C'est un rapport qui est souvent, une thématique qui est très importante dans la rhétorique. On a parlé de la crédibilité tout à l'heure. C'est celle de l'émotion. C'est-à-dire que j'ai l'impression, ce que vous dites, c'est quand on est très technique, parfois, on passe à côté de l'émotion, qui n'est pas technique par définition, et on peut passer à côté des gens. C'est-à-dire qu'on peut dire la vérité, mais comme on n'arrive pas à accrocher émotionnellement les personnes,
elles vont pas être en empathie, donc elles vont pas partager ce que vous avez à dire. C'est vrai que c'est pas quelqu'un dont on se sent particulièrement proche émotionnellement, quoi, Emmanuel Oh, Macron. Mais je peut-être pense qu'il y a des, ça existe, des gens qui se sont proches émotionnellement de lui. d'Emmanuel Macron. Oui, je pense que tout existe. Il a encore des partisans. Enfin, je veux dire. Je crois que je dis pas le contraire. Oui. Mais Bon, c'est une question difficile parce que moi, je ne peux faire les choses qu'en l'observant. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être sincèrement ému, qui a un rapport à l'histoire, par exemple. Je pense qu'il aime les grandes cérémonies. Il aime les grands discours, pour le coup. Oui, il a un peu, et il a rapport aux anciens combattants, par exemple, le sont touchés. Oui, ce genre de moment, je crois que ça l'émeut, oui. Et puis, je crois qu'il a un rapport particulier aux journalistes, et notamment aux journalistes de l'Élysée dont vous faites partie, par rapport à ses prédécesseurs. Alors, comme je disais tout à l'heure, il a vraiment observé de près cette proximité entre François Hollande et la presse qui a complètement desservi François Hollande parce que ça ne l'a pas du tout servi il n'a pas pu se représenter, ce qui est quand même assez exceptionnel, de peur que l'extrême droite arrive au pouvoir. Et c'est un livre de journaliste qui a donné le coup de grâce quelques qui pour semaines. C'était un livre de proximité. Oui, absolue, qui devait quoi. faire le récit de son quinquennat et le titre a été « Un président ne devrait pas dire ça » et ça a été complètement à charge contre lui et ça a fini de décrédibiliser. Et ça, je pense qu'Emmanuel Macron n'en a pas perdu une miette. Il s'est dit, bon, puisque c'est comme ça, moi, je vais avoir un rapport direct aux Français. Je ne vais pas parler aux journalistes. Je veux leur parler directement aux Français. Et c'est vrai qu'au tout début du quinquennat, il voulait communiquer via les réseaux sociaux et se passer des journalistes ou quasiment. Voilà. Et puis, les choses ont un peu évolué petit à petit. Maintenant, bon, il y a un peu plus de off. Il essaye de faire passer des messages. Mais il y a toujours cette défiance envers la presse et envers les corps intermédiaires d'une manière générale. Parce que la presse est un corps intermédiaire et que ce soit les maires ou les syndicats, tout le premier quinquennat, il y avait une distance qui lui a été beaucoup reprochée. Maintenant, il corrige un peu cela, c'est vrai. Oui, mais c'est intéressant, c'est-à-dire l'idée qu'il a voulu rétablir un rapport direct avec les gens à qui il s'adresse. Oui, d'ailleurs, il l'a fait. Le grand débat après les Gilets jaunes, vraiment, il s'est retroussé les manches. Beaucoup de ses conseillers lui déconseillaient de faire ça. C'était vrai que même, il allait au charbon. Avant, c'était un travail de préfet, de ministre, de premier ministre. C'était faire bouclier et protéger le président qui restait à l'Élysée, qui ne sortait que pour les grands moments. Voilà. Là, il s'est dit, il y avait une crise quand même énorme, avec des fractures énormes, des gens sur les ronds-points. Souvenons-nous, ça a duré des semaines, des mois. Il y a eu des violences très importantes sur les Champs-Élysées, et le président dit moi je vais retrousser mes manches, je vais aller dans les gymnases en province, me retrousser les manches et je vais parler pendant 6 heures avec les gens. Voilà, on pouvait se dire qu'il était vraiment à portée d'engueulade, à portée de baffe, ça pouvait même aller plus loin. Il a été menacé à un moment donné à l'Élysée même, je ne sais pas si vous y étiez d'ailleurs à ce moment-là, mais physiquement quand ils ont dit on va aller reprendre l'Élysée. Il y a eu des moments, très très inquiétants. Il y a même eu un ministère, la porte a été forcée. Donc oui, c'était inquiétant et ça a marché. Force est de constater que ça a permis de mettre un terme à la crise. Là, après la crise des retraites, il a essayé de faire ça également, d'aller au contact des gens. Il est allé beaucoup en province ces dernières semaines pour présenter des projets relatifs à l'industrialisation, un plan eau contre la sécheresse. Il est allé dans des écoles pour essayer de réitérer cet exercice. Mais bon, évidemment, les émeutes ont évidemment cassé ce plan com. Et bon, tout est un peu à refaire parce qu'il faut maintenant remettre sur le métier beaucoup de sujets pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, que ça ne se reproduise pas. Et il va y passer tout l'été. Voilà. Il y a un autre mot qui revient très souvent quand on parle des hommes politiques et des présidents en général, c'est le terme de charisme. Et souvent on dit pour être présidentiable, il faut avoir du charisme. Est-ce que c'est quelque chose qui les avez fréquentés, que vous avez pu ressentir, c'est-à-dire ah oui, les présidents, ils ont le charisme. Et comment vous définiriez ça, le charisme, qui est pour moi aussi un élément très important quand on veut convaincre, parce que c'est peut-être ce qui fait qu'on vous écoute, ce qui fait que vous êtes convaincant, ce qui fait que vous êtes crédible. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ? Parfois, je demande, c'est quoi le charisme ? On a du mal à définir précisément ce que c'est. Pour moi, c'est un désir.
Donc le désir, c'est très fort. C'est un désir de celui qui c'est le fait ou de désir- susciter le désir chez les autres? C'est le désir d'être président de la République, d'être là, d'être à cette place-là, L'envie ardente va créer cette absolument, aura et qui que crée serait la le charisme. force, Ah ouais. qui donne de la force. C'est le désir de faire ça, d'être à cette place-là et de l'exercer, et ça donne une force immense. Voilà. D'être habité peut-être aussi par ses Et convictions, puis, non? Oui, bien sûr. Mais encore plus, je pense, par le désir. On parle de président de la République, là. Vraiment, pour moi. Et alors, en France, c'est quand même une place très monarchique. Hein, et c'est aidé aussi par la Constitution, qui fait que, quand même, on a une Constitution qui fait en sorte et une histoire aussi, parce que bon, on est quand même une monarchie qui a coupé la tête à son roi, et depuis, voilà, maintenant c'est la République, mais on a quand même un rapport, c'est quand même toujours un peu le père de la nation, Ouais, le bien sûr. président. Vous voyez, le chancelier allemand, c'est pas du tout la même chose, les présidents de conseil en Italie, c'est pas du tout ça, le premier ministre en Espagne, c'est pas du tout ça non plus, en Angleterre, c'est encore autre chose, voilà, ils ont vraiment un roi, et le premier ministre, ça tourne, voilà. Vraiment, en France, on a un rapport vraiment monarchique au pouvoir, Ouais. et la Constitution Il contribue. de la Ve République y contribue grandement. Donc il y a aussi cette dimension-là. Ce sont des personnalités hors du commun qui veulent être présidents avec ce système présidentiel dans lequel nous sommes, qui leur donne une très grande importance pour les Français. Il y a quelque chose d'un peu paternaliste, oui, toujours on en appelle au président, on en appelle à l'État aussi en France, c'est quand même 6 millions de fonctionnaires. Donc l'État a une très grosse importance en France, c'est comparé à d'autres pays. Et l'État, qui a la tête de l'État, qui est le patron c'est le président. Et il faut qu'on le ressente, quoi, dans sa manière d'être, dans sa manière... Oui, après il faut... Il y aurait un trait commun que vous Après, voyez il entre y a les... la formule je crois que c'est Charles de Gaulle, hein, c'est la rencontre entre un président, être président de la République, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Oui, ça se vérifie toujours. Et il y a cette façon magique. Bon, moi, j'ai fait quand même beaucoup de campagnes électorales. À un moment donné, quelque chose se passe. Voilà, les sondages explosent, et ça passe. Et vous... C'est Jacques Chirac, que tout le monde donnait perdant, et Balladur était bien meilleur dans les sondages, et puis tout d'un coup il est parti et il a été élu. C'est Emmanuel Macron, que personne n'attendait, qui a été élu. Ça a été comme une fusée en 6 mois. Est-ce que vous pourriez l'identifier, est-ce qu'il y a un trait commun, à ces points de bascule, à ce qui à ce moment-là fait la différence, et que tout d'un coup on devient présidentiable? Ça, c'est un peu la magie de la politique, c'est ce qu'on aime observer. Je dirais qu'il y a une part de magie, et c'est bien comme ça. C'est la bonne personne au bon moment. C'est avoir, tout d'un coup, c'est comme une évidence. Une adéquation entre... Voilà, il n'y a plus que lui. Tout d'un coup, il y a comme une évidence. Lui ou elle, hein, il y a eu Ségolène Royal, il y a eu quelques candidates quand même qui sont allées assez haut. Mais oui, il y a comme une évidence, et ça prend. Et ça surprend un peu tout le monde. Et ça, c'est la magie de la politique. Voilà, il y a du talent, il y a du travail. Mais ça, c'est la magie de la politique. Et c'est bien que ça reste encore comme ça, je trouve. Il n'y a pas de... Vous n'allez pas nous livrer la formule secrète si vous voulez être président. Si je la savais, je la vendrais très cher. On a bientôt fini, il me reste 2 questions. Comme vous êtes journaliste et que moi j'essaye de poser des questions aux gens que je reçois, la question que je vous poserai, c'est à votre avis, qu'est-ce qui fait un bon interview ? D'un point de vue de la rhétorique, d'un point de vue de la manière dont on pose les questions, dont on y répond. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait que ça fonctionne ? Il faut avoir un bon client en face. Voilà, et vous aussi, vous faites un bon client dans votre métier. C'est-à-dire, il faut avoir bien préparé ces questions, le pousser dans ses retranchements, l'énerver un peu, l'asticoter. Et comme, en général, ils ont beaucoup d'expérience, il y a quelque chose qui sort. Voilà, quelque chose qu'on n'attendait pas qui sort. Voilà, une formule qui n'était pas attendue, une information qui n'était pas attendue, ça, c'est toujours bon. Voilà. Et donc ma dernière question, j'y viens, qui est toujours la même pour les personnes que je reçois. Est-ce que vous avez une œuvre, ça peut être un livre, un film, une pièce de théâtre, enfin peu importe d'ailleurs, un essai philosophique, qui vous a marqué, qui vous a touché, qui a peut-être tout changé dans votre vie, et que vous voudriez partager avec ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Alors, quelque chose qui a tout changé dans ma vie, puisqu'on parle de rhétorique, j'invite tous nos spectateurs et auditeurs à aller chercher sur YouTube ou sur l'INA le discours d'André Malraux pour l'entrée au Panthéon de Jean Moulin. Pour moi, c'est un document immense, c'est un immense discours, c'est une formule dont on se souvient, c'est bouleversant.
Moi, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois. C'est l'hiver, il fait un froid de chien. Et il a cette formule, voilà, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. On peut l'apprendre par cœur, on peut le regarder 10 fois. C'est toujours aussi incroyable. On est au sortir de la guerre, on sent tout ça. On sent tout ce qui s'est passé, toutes ces années terribles. Et voilà le Verbe dans tout ce qu'il a de plus beau. Alors, c'est très intéressant que vous parliez de ça. C'était pas prévu, je pensais m'arrêter là. Mais j'ai reçu notamment ici, et j'en discute souvent parce que c'est un discours, pour ceux qui l'ont pas vu, regardez-le, qui s'intéresse à la rhétorique. C'est un discours que tout le monde connaît et qui aujourd'hui, en réalité, pour les gens qui s'intéressent à la rhétorique, très clivant. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme vous qui diront c'est l'exemple absolu de la belle éloquence, du grand discours, du verbe haut. Et d'autres qui vous diront, je dois dire que j'en fais un peu partie, que oui, c'est très beau, c'est très intéressant, mais faites un discours comme ça aujourd'hui, ça n'a aucun effet. Ça ne parle à personne. On est trop loin de... Ça s'inscrit dans une époque. Dans l'histoire, oui, non, mais oui. C'est ça. Ah ben voilà, non, je dis pas... je dis pas que c'est pour 2023. On le remet dans l'époque. Ouais. On le remet dans les millions de morts que ça signifie. C'est ça. Oui, c'est les millions de morts que ça signifie. Et ça, on n'a pas eu à vivre ça, notre génération. Et ça, il ne faut pas l'oublier, hein, jamais. Non, mais alors, évidemment... toute la force est là, pour moi. Ouais. Voilà, mais peut-être le qu'en discours effet, est exceptionnel à l'époque. Peut-être qu'il y a eu des plus beaux discours, je sais pas, Badinter pour la peine de mort, ou comme je disais, les forces de l'esprit de François Mitterrand. Pour moi, c'est plus qu'un discours, c'est un grand moment de télévision, un moment politique. Pour moi, entre ici Jean Moulin, d'André Malraux, avec cette voix, c'est presque du théâtre, si vous voulez. Mais ça s'inscrit dans une époque. Et je trouverais intéressant que des jeunes aujourd'hui le regardent. Bien sûr. Peut-être qu'ils ne comprendraient pas tout d'ailleurs, parce que en plus il faut donner le contexte. Il y a un contexte. Et même si on ne connaît pas le contexte, je pense qu'on peut peut-être le deviner, qu'il s'est passé quelque chose de très grave là. Voilà. Après tout, quand quelque chose, voilà, que ça veut dire quelque chose, et puis il y a tout le décorum de ce discours. Enfin voilà, je suis une grande fan de ce discours. Oui, voilà, vous l'aurez compris. Mais ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une question de... en effet, peut-être c'est imparfait. Non, je ne crois pas que ça soit imparfait, mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est vraiment une question d'époque. Et c'est ce qu'on disait, c'est la rencontre d'un moment, d'une époque, avec les gens qui s'accordent. On ne peut pas tout le temps tout dire à tout le monde, mais à ce moment-là, il y a eu ce côté très, quelque part magique de ce discours-là. Mais moi, ça m'intéresse de dire que rien n'est éternel. Enfin, il y a un bon discours, il est bon au moment où on l'a dit, aux personnes à qui on l'a dit, et il n'y a pas de règle absolue qui va marcher de tous les temps, quoi. D'ailleurs, ce serait très intéressant de le faire, de passer à une classe, par exemple, et de savoir ce qu'ils en pensent, et peut-être qu'ils trouveraient ça nul ou pas intéressant. Et en plus, là, c'est l'anniversaire cette année de la mort de Jean Moulin, je crois. Oui. Donc, probablement que c'est le bon moment de se le repasser et de regarder. Eh bien, merci beaucoup, Elisabeth Pinault, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous aussi d'avoir regardé et écouté cet épisode du podcast Parole. C'était absolument passionnant. On a brossé vraiment beaucoup de sujets. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment passionnant. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la petite cloche et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Parole. Si vous avez aimé le podcast, si vous voulez voir les épisodes suivants ou regarder les épisodes précédents, vous pouvez vous abonner évidemment à la chaîne YouTube. Il suffit de cliquer par là en dessous et puis suivre l'actualité du podcast. À bientôt.